Installe-toi, ma chérie, prends cette chaise. Celle près du radiateur, c'est la meilleure place quand il fait un temps pareil. Tu entends ce déluge? Depuis ce matin, le ciel a décidé de laver la ville entière, comme s'il voulait effacer nos traces sur les trottoirs. J'aime bien ce bruit, moi. Ça me rappelle que le monde continue de tourner, même quand on reste immobile dans sa cuisine. Attends, je vais te servir un peu plus de thé. C'est de la bergamote, ton préféré. Fais attention, la tasse est brûlante. Voilà. Maintenant que tu es là, que la pluie nous isole du reste du monde, je peux te montrer ce qui est arrivé ce matin. Regarde sur la table. Non, pas là, un peu plus à gauche, sous le vase ébréché. Tu vois cette enveloppe? Oui, celle-là. Celle qui a l'air d'avoir traversé une guerre ou un océan, ou peut-être les deux. Ne la touche pas tout de suite, s'il te plaît. Laisse-moi juste la regarder encore un instant avec toi. C'est étrange, n'est-ce pas? Un objet si léger, quelques grammes de papier à peine, et pourtant j'ai l'impression qu'il pèse une tonne. Il pèse le poids de 40 années. Ce matin, quand le facteur est passé, je ne m'attendais à rien. À mon âge, on n'attend plus grand-chose de la boîte aux lettres. Des factures d'électricité, des publicités pour des appareils auditifs ou des assurances obsèques. On nous rappelle sans cesse que nous sommes vieux et que nous coûtons cher. Mais là, c'était différent. Le facteur, un nouveau, un jeune homme pressé avec des écouteurs dans les oreilles, l'a glissé à travers la fente de la porte. J'ai entendu le bruit du papier qui tombe sur le carrelage de l'entrée, un bruit sec, tchac, comme un petit coup de fouet. J'ai mis du temps à aller la ramasser. Mes genoux me font souffrir quand il pleut, tu sais ce que c'est. Et puis, je n'étais pas pressée. Qu'est-ce qui pouvait bien être urgent? Mais quand je me suis baissée, quand j'ai vu ce rectangle blanc gisant sur le tapis poussiéreux, j'ai senti un froid me parcourir l'échine. Un froid qui n'avait rien à voir avec le courant d'air sous la porte. Regarde bien le timbre. Tu as vu? On ne fait plus des timbres comme ça depuis les années 70. Une Marianne rouge, fière, un peu effacée par le temps. Et à côté, ce tampon brutal, cette encre violette qui a bavé sur le papier. Retour à l'expéditeur. Et juste en dessous, griffonnée au stylo bille par une main indifférente, elle n'habite plus à l'adresse indiquée. C'est ironique, non? N'habite plus. Bien sûr qu'il n'habite plus là. Personne n'habite plus nulle part après tant d'années. Les maisons changent de propriétaire, les murs sont repeints, les vies sont déménagées dans des cartons. Mais la poste, elle, elle a une mémoire d'éléphant. Elle met du temps, parfois des décennies, mais elle finit toujours par te retrouver. Elle te ramène tes propres mots en pleine figure, comme un boomerang qu'on aurait lancé il y a une éternité et qu'on aurait oublié d'attraper. Mais le plus terrifiant, ce n'est pas le timbre, c'est l'écriture. Approche-toi un peu, regarde ces boucles, regarde comment le J de mon nom s'envole vers le haut, comme s'il voulait décoller. Regarde la pression du stylo sur le papier. C'est une écriture nerveuse, rapide, vivante. C'est mon écriture. Je reconnais cette main. C'est la main d'une jeune femme de 24 ans, une main qui ne tremblait pas encore, une main qui portait une alliance toute neuve, trop brillante, une main qui faisait la vaisselle 3 fois par jour et qui caressait les cheveux d'un homme endormi en espérant qu'il se réveille et qu'il la regarde. C'est moi qui ai écrit ça. Et pourtant, j'ai l'impression de lire le courrier d'une étrangère. Cette jeune femme, je la connais par cœur, et en même temps, elle me fait peur. Elle avait tant d'espoir. Elle croyait encore que si elle mettait les bons mots dans la bonne enveloppe, quelqu'un, quelque part, finirait par comprendre. Je n'ai pas encore ouvert l'enveloppe. Je n'ai pas osé. Cela fait 3 heures qu'elle est là, sur la nappe en toile cirée, entre le sucrier et le pot de confiture. Je tourne autour comme un chat autour d'une souris morte. Je sais ce qu'il y a dedans. Enfin, je crois savoir. Mais la mémoire est une chose traître, ma chérie. On croit se souvenir, on se raconte une version de l'histoire qui nous arrange, on polit les angles, on efface les ratures. Et puis un jour, la réalité revient par la poste, brute, intacte, scellée sous une couche de colle séché. Si j'ouvre cette enveloppe, je vais libérer les fantômes. Pas des fantômes avec des chaînes et des draps blancs, non, pire que ça. Les fantômes de mes propres sentiments. La colère que j'ai avalée, la solitude que j'ai apprivoisée, les cris que je n'ai jamais poussés. Tout est là-dedans, plié en quatre. Tu sais, on passe sa vie à essayer d'oublier certaines choses pour pouvoir avancer. On met des couches de quotidien par-dessus, les courses, le ménage, les enfants, la télévision le soir. On construit une jolie croûte bien dure par-dessus nos blessures. Et là, ce petit morceau de papier menace de tout gratter. Mais puisque tu es là, puisque tu es venu me voir par ce temps de chien et que tu m'écoutes avec cette patience d'ange, peut-être que c'est un signe, peut-être qu'il est temps d'arrêter de fuir. On ne peut pas renvoyer le courrier indéfiniment. À un moment donné, il faut accuser réception de sa propre vie. Bois ton thé avant qu'il ne refroidisse. Prends un biscuit, ce sont des sablés au beurre, je les ai faits hier. Je vais te raconter. Je vais te dire pourquoi cette lettre existe. Je vais te dire à qui elle était destinée. Et surtout, je vais te dire pourquoi, pendant 40 ans, j'ai écrit des centaines de lettres comme celle-ci, sans jamais attendre de réponse. C'est une histoire de silence, tu sais. Une longue histoire de silence meublée avec des mots. Tu es prête? Alors écoute.
Tout a commencé dans cette cuisine, ou une cuisine qui ressemblait exactement à celle-ci, il y a très très longtemps. Tu me demandes pourquoi. C'est la première question qui vient à l'esprit, n'est-ce pas? Pourquoi écrire des lettres qu'on n'envoie pas? Pourquoi noircir des kilomètres de papier si c'est pour les enfermer dans une boîte à chaussures au fond d'une armoire? C'est une question logique. Mais la logique, ma chérie, ça ne sert pas à grand-chose quand on parle de survie. Parce que c'était bien de cela qu'il s'agissait. Survivre. Pas à une guerre, pas à la famine, mais à quelque chose de beaucoup plus insidieux. Survivre au vide. Resserre-toi un biscuit. Ne sois pas timide. Pour que tu comprennes, il faut que je te parle de la maison. Pas celle-ci, non, la première. Celle où nous avons emménagé juste après le mariage. C'était une belle maison, vraiment. Les murs étaient droits, le toit était solide. Il y avait un jardin avec un prunier qui donnait trop de fruits chaque été. Tout le monde nous disait: quelle chance vous avez, un jeune couple propriétaire, l'avenir devant eux. Et mon mari? Ah, mon mari. Tu sais, je ne veux pas dire du mal de lui. Les morts ont droit au respect, et il a toujours été un homme convenable. C'est le mot qui lui allait le mieux, convenable. Il était comme un costume bien taillé, propre, sans faux plis, mais un peu rigide. Le problème, ce n'était pas lui. Le problème, c'était le silence qu'il portait en lui comme une seconde peau. Imagine un peu nos matinées. Je me levais la première, toujours. J'aimais ce moment où la lumière était encore bleue avant que le soleil ne frappe les vitres. Je préparais le café. L'odeur du café, c'est important. C'est l'odeur de l'espoir, l'odeur du début. Je mettais la table, 2 tasses, 2 assiettes, le beurre, le pain. Tout était symétrique. Tout était prêt pour une scène de bonheur conjugal. Puis elle descendait. Je l'entendais dans l'escalier. Boum, boum, boum. Toujours le même rythme. Il entrait dans la cuisine, m'embrassait sur le front. Un baiser sec, rapide, comme on tamponne un document administratif, et il s'asseyait. Et là, le mur se levait. Il déployait son journal. C'était son bouclier. Il disparaissait derrière les nouvelles du monde, la politique, le sport, la bourse. Tout ce qui se passait loin, très loin de nous, l'intéressait passionnément. Mais ce qui se passait là, à 1 mètre de lui, de l'autre côté de la table, en formica, ça n'existait pas. Au début, j'essayais de parler. J'étais jeune, j'étais naïve. Je pensais qu'il suffisait de parler pour être entendu. Je disais: tu as vu, les roses ont éclos cette nuit? Il tournait une page. Froufrou. Je disais: j'ai peur que ma mère ne soit malade. Elle a une voix bizarre au téléphone. Il buvait une gorgée de café. Slurp. Je disais: regarde-moi, s'il te plaît, regarde-moi. Il disait, sans baisser son journal: le café est excellent ce matin, merci. Tu comprends? Ce n'était pas de la méchanceté, c'était pire, c'était de l'absence. J'étais devenue un meuble utile, confortable, qui gardait la maison chaude, mais avec qui on ne discute pas. On ne raconte pas sa journée à son fauteuil, n'est-ce pas? On ne demande pas à sa lampe de chevet comment elle se sent. Alors, les mots ont commencé à s'accumuler en moi. C'est physique, tu sais. Les mots non dits, ça pèse, ça s'entasse dans la gorge, ça descend dans la poitrine, ça remplit l'estomac. J'avais l'impression d'être pleine à craquer. J'avais envie de hurler, juste pour voir s'il sursauterait, juste pour voir si je pouvais fissurer ce calme terrifiant qui régnait dans notre cuisine. Mais je ne hurlais pas. Une bonne épouse ne hurle pas. Une bonne épouse sourit et débarrasse la table. C'est là que le papier est entré dans ma vie. Je me souviens, c'était un mardi. Il était parti au travail. La maison était redevenue silencieuse, mais c'était un silence différent. Un silence à moi. J'étais assise ici, à cette place. J'avais un stylo à la main, un vieux bic bleu mâchouillé. Et devant moi, une feuille de papier quadrillée, arrachée à un carnet de comptes. Je ne savais pas quoi écrire. Je n'étais pas écrivain. Je n'avais pas d'imagination. Alors j'ai commencé par le plus simple. J'ai écrit la date. 12 octobre. Il pleut. Et puis, ma main a continué toute seule. Je voudrais être une goutte de pluie, pour glisser sur la vitre et tomber dans la terre, pour disparaître. Quand j'ai vu ces phrases sur le papier, j'ai eu un choc. C'était ma voix. Pas la voix polie que j'utilisais pour parler au boucher ou à ma belle-mère. Non, c'était ma vraie voix, celle qui criait, celle qui pleurait, celle qui avait des désirs et des regrets. Sur le papier, j'avais le droit d'exister. Sur le papier, personne ne me coupait la parole. Personne ne tournait la page du journal pour m'ignorer. Le papier m'écoutait. Il buvait mon encre comme une terre assoiffée boit l'orage. À partir de ce jour-là, c'est devenu ma drogue. Dès que la porte claquait derrière lui le matin, je courais chercher mon matériel. J'avais ma petite cachette sous la pile de draps dans l'armoire de l'entrée, une boîte en fer blanc qui avait contenu des biscuits bretons. C'était mon coffre au trésor. Je m'installais, je me faisais un thé, comme maintenant, et j'écrivais. Mais on n'écrit pas dans le vide, n'est-ce pas? On écrit toujours à quelqu'un. Même si ce quelqu'un n'est pas là, c'est là que tu es apparu, l'adressataire. Je ne t'ai jamais donné de nom. Parfois, je m'imaginais que je parlais à l'homme que j'aurais dû épouser si la vie avait été différente. Un homme qui m'aurait regardé dans les yeux, qui m'aurait posé des questions. Parfois, je pensais que je parlais à l'enfant que je n'avais pas encore. Et parfois, le plus souvent, je parlais simplement à l'inconnu. À une présence bienveillante, invisible, assise sur la chaise en face de moi. Je commençais toujours par mon cher ou bonjour.
Et je racontais tout. Je racontais la couleur des rideaux que je voulais changer, mais qu'il trouvait très bien comme ça. Je racontais la recette du rôti de veau, mais en y ajoutant des ingrédients magiques que je n'osais pas utiliser en vrai. Je racontais mes rêves où je volais au-dessus de la ville. Je confiais au papier mes petites méchancetés, mes jugements sur les voisins, mes lassitudes. Tout ce qui aurait fait tache dans ma vie de femme parfaite, je le versais dans l'encre. C'était mon exutoire. C'était ma façon de ne pas devenir folle. Tu vois, ces lettres, ce n'était pas de la littérature, c'était de l'hygiène mentale. Comme on se brosse les dents pour ne pas avoir de caries, j'écrivais pour ne pas avoir le cœur qui pourrit. Et quand la lettre était finie, je la relisais une fois, juste pour savourer le fait que c'était dit, que c'était sorti de moi. Ensuite, je la pliais soigneusement, toujours en trois, je la mettais dans une enveloppe, j'écrivais un nom fictif, une adresse au hasard, ou parfois rien du tout. Et je la rangeais dans la boîte. Pourquoi je ne les jetais pas? C'est une bonne question. J'aurais pu les brûler, ça aurait été plus prudent. Si mon mari était tombé dessus, mon Dieu, je n'ose même pas imaginer. Il n'aurait pas crié, non. Il m'aurait regardé avec cet air de déception polie, comme si j'étais un appareil électroménager défectueux. Il m'aurait peut-être emmené voir un médecin. Ma femme écrit des lettres à personne, docteur. Elle est fatiguée. Mais je ne pouvais pas les détruire. Ces lettres, c'étaient des morceaux de moi. Les brûler, ça aurait été comme me couper un doigt ou une mèche de cheveux. C'était la preuve que je vivais, que je sentais, que je pensais. La boîte se remplissait, mois après mois, année après année. C'était mon secret, mon jardin secret en papier. J'avais l'impression d'avoir une double vie. En apparence, j'étais Madame Tout-le-Monde, docile et silencieuse. Mais dans la boîte en fer blanc, j'étais une femme passionnée, bavarde, drôle, triste, vivante. C'est pour ça que j'écrivais, ma chérie. J'écrivais pour ne pas disparaître tout à fait. J'écrivais pour garder une petite flamme allumée, là, au creux de l'estomac, en attendant des jours meilleurs, ou en attendant la fin. Je ne savais pas que ça durerait 40 ans. On ne sait jamais combien de temps on va devoir tenir sa respiration. Mais tu sais, le plus triste, c'est que pendant toutes ces années, assis en face de moi à cette même table, mon mari ne s'est jamais douté de rien. Il vivait avec une inconnue qui lui servait sa soupe, et l'inconnu écrivait des lettres d'amour à l'univers pendant qu'il regardait le journal télévisé. Tiens, regarde celle-là, c'est une des premières. Le papier est tout fin, presque transparent. Regarde la date sur celle-ci, en haut à droite, à l'encre bleue un peu passée, 14 mai 1968. Ça te dit quelque chose, cette date? Bien sûr, tu as appris ça à l'école. Mai 68. La Révolution, les pavés, les étudiants qui criaient « Il est interdit d'interdire », Paris qui brûlait de fièvre et de liberté, le monde entier semblait basculer, les femmes jetèrent leur soutien-gorge, les jeunes refusèrent d'obéir aux vieux. C'était le chaos, mais un chaos magnifique, vivant, électrique. Et moi? Moi, le 14 mai 1968, je choisissais la couleur des rideaux de la chambre d'amis. C'est drôle quand on y pense. Pendant que ma génération hurlait dans les rues pour changer le monde, moi je m'enfermais à double tour dans une petite vie bien rangée. J'avais 22 ans et j'avais l'impression d'en avoir 50. Je venais de me marier, 3 mois plus tôt. Ah, le mariage! Tu aurais dû voir les photos. J'étais belle, tu sais. Si, si, ne ris pas. J'avais une taille de guêpe et une robe en dentelle de Calais qui avait coûté une fortune à mes parents. Tout le monde pleurait d'émotion. Quel beau couple! Ils sont faits de l'un pour l'autre. Lui, il était grand, rassurant. Il avait ce calme olympien qui me fascinait. Je pensais que son silence était de la force. Je pensais qu'il était un roc sur lequel je pourrais me reposer. Quelle idiote j'étais. Je ne savais pas encore qu'un roc, c'est froid et ça ne vous serre pas dans ses bras quand vous pleurez. Nous avons emménagé dans cet appartement en banlieue. Tout était neuf. Ça sentait la peinture fraîche et la cire pour les parquets. C'était moderne pour l'époque. On avait le chauffage central, une salle de bain avec une baignoire sabot et une cuisine en formica jaune citron. Très à la mode. J'étais fière. J'étais madame. J'avais mon trousseau de clés, mon carnet de chèques, mon mari qui partait au bureau en costume gris. J'avais réussi ma vie, selon les critères de ma mère, mais très vite, l'euphorie des débuts est retombée. Comme un soufflet raté. Le silence s'est installé. Pas tout de suite, non. C'était insidieux. Au début, c'était juste le soir, quand il rentrait fatigué. Ça allait été ta journée? Je demandais. Oui, normal. Et toi? J'ai fait les courses, j'ai vu la voisine. Bien, c'est bien, et c'était tout. Il allumait la radio. À l'époque, on écoutait beaucoup la radio. Les nouvelles crépitaient, on entendait les bruits des manifestations, les discours de Gaulle. Je voulais en parler, je voulais dire: Tu te rends compte? Le monde change. Est-ce qu'on devrait faire quelque chose? Est-ce qu'on a le droit d'être heureux ici pendant que les autres se battent? Mais quand je le regardais, assis dans son fauteuil, absorbé par le journal Le Monde, je sentais que mes questions allaient rebondir sur lui comme des balles en caoutchouc sur un mur. Une fois, j'ai essayé. J'ai dit: J'aimerais bien aller à Paris, voir ce qui se passe. Peut-être marcher un peu avec eux, juste pour voir. Il a baissé son journal. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. Il n'était pas en colère, non. Il a juste eu un petit sourire indulgent, comme on sourit à un enfant qui dit une bêtise. Ma chérie, ce n'est pas ta place. Ta place est ici, en sécurité. Laisse les fous casser des vitrines. Nous construisons quelque chose de sérieux. Nous construisons. Cette phrase m'a clouée sur place.
J'ai eu honte, honte de vouloir autre chose que mon bonheur domestique. Alors je me suis tue. J'ai ravalé mes envies de révolte avec ma soupe aux poireaux. C'est là que la première lettre était née, celle que tu tiens, le 14 mai. Il était tard. Il dormait déjà. Il avait le sommeil lourd, paisible, le sommeil de l'homme qui a la conscience tranquille. Moi, je tournais en rond dans le salon. L'appartement était trop silencieux. J'entendais le frigo qui ronronnait. J'avais l'impression d'étouffer. J'avais l'impression que si je ne disais pas quelque chose à quelqu'un, j'allais exploser. J'allais ouvrir la fenêtre et hurler à la lune. Alors j'ai pris ce papier. J'ai écrit fiévreusement. J'ai écrit tout ce que je n'avais pas osé lui dire. J'ai écrit que je détestais le formica jaune. J'ai écrit que je voulais porter des pantalons et fumer des cigarettes brunes. J'ai écrit que parfois, je regardais la porte d'entrée avec l'envie de courir jusqu'à la gare et de ne jamais revenir. C'était terrifiant. Relire ces mots, c'était comme voir mon propre visage dans un miroir déformant. Est-ce que c'était vraiment moi, cette femme en colère? Moi, la petite épouse modèle? J'ai eu peur. Peur qu'il trouve la lettre. Peur qu'il comprenne que je n'étais pas celle qu'il croyait. Alors j'ai pris une enveloppe. J'ai écrit une adresse au hasard. Je crois que c'était l'adresse de la maison où j'ai grandi, qui avait été vendue des années plus tôt. Et je l'ai cachée. Les jours suivants, j'ai attendu. J'attendais une catastrophe. J'attendais que le ciel me tombe sur la tête pour avoir osé penser ces choses-là. Mais rien n'est arrivé. Le soleil s'est levé. Mon mari a bu son café. La radio a continué de parler des grèves. Rien n'avait changé. Sauf moi. J'avais un secret. Et ce secret me rendait plus forte. Quand il rentrait le soir et qu'il ne me parlait pas, je ne me sentais plus aussi seule. Parce que j'avais écrit. Parce que j'avais tout raconté à mon double de papier. Je le regardais manger et je pensais, tu ne sais pas ce que j'ai écrit ce matin, tu ne sais pas qui je suis vraiment. C'était une vengeance minuscule, invisible, mais elle me suffisait pour tenir le coup. Les années 69, 70, 71, elles ont passé comme un brouillard. C'était le temps des premières désillusions, mais aussi le temps où le rituel s'est ancré. J'ai appris à vivre en deux temps, le temps réel. Les dîners avec les beaux-parents le dimanche, mon Dieu, ces dimanches interminables où l'on parlait de la météo et du prix de la viande. Le ménage, le repassage des chemises, il fallait qu'elles soient impeccables, sans un pli. Et le temps secret, mes lettres. J'écrivais surtout sur la première fois où j'ai vu un cheveu blanc dans le miroir. J'avais 24 ans. J'ai pleuré pendant 1 heure. J'ai écrit une lettre déchirante sur la fuite du temps. Lui, quand je lui ai montré le cheveu le soir, il a ri. Ce n'est rien, coupe-le. J'écrivais sur mes doutes. Est-ce que je l'aimais encore? Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un avec qui on ne partage rien d'autre qu'un lit et un compte en banque? J'écrivais sur les enfants qu'on n'avait pas encore. On essayait pourtant. Mais ça ne venait pas. Chaque mois, c'était une petite tragédie. Chaque mois, je pleurais dans les toilettes, et quand je sortais, les yeux rouges, elle me disait: Ne t'inquiète pas, ça viendra quand ça viendra, il ne faut pas y penser. Ne pas y penser. Comment ne pas y penser quand votre corps entier est une attente? Alors je l'écrivais, j'écrivais à l'enfant imaginaire. Je lui disais: Pourquoi tu ne viens pas? Est-ce que tu sais que la maison est trop calme? Ces premières lettres, elles sont fragiles. Tu le sens au papier, à l'écriture hésitante. Je me cherchais. Je cherchais ma voix. Parfois, je raturais des passages entiers, comme si j'avais peur d'être lue par une censure invisible. Même dans mon journal secret, je n'osais pas être totalement libre. Pas encore. J'avais encore l'espoir, tu vois. L'espoir idiot que les choses allèrent s'arranger. Qu'un jour il se réveillerait et qu'il me verrait. Vraiment. Qu'il me demanderait: À quoi tu penses? Et qu'il écouterait la réponse. Mais 1971 est arrivé, et avec lui, la fin de l'innocence. Tu veux un autre biscuit? Prends celui-là, il est un peu brûlé sur le bord, ce sont les meilleurs. Bois une gorgée, parce que maintenant je vais te parler des années où j'ai cru que j'allais me noyer, les années de survie, les années 70. Quelle drôle d'époque c'était. Si tu regardes les magazines d'alors, tout était orange et marron. Les papiers peints avec des grosses fleurs psychédéliques, les pantalons pâte d'Efch, la musique disco qui commençait à envahir la radio. Le monde devenait bruyant, coloré, synthétique. Mais dans ma cuisine, le temps s'était arrêté, ou plutôt il s'était épaissi. Il était devenu gluant, comme de la confiture trop cuite. C'est l'époque où le silence a été brisé. Pas par des mots, non, par des cris. Alexandre était né en 1972. Ah, mon petit Alexandre. Tu le connais aujourd'hui, c'est un homme sérieux, un architecte, il a un peu de ventre et il perd ses cheveux. Mais pour moi, dans cette boîte à souvenirs qu'est ma tête, il restera toujours ce petit paquet hurlant de 3 kg 200. Nous l'avions tant attendu. Je t'ai dit à quel point je le voulais, cet enfant. Je pensais qu'il serait la solution. Je pensais, quand il sera là, nous serons une vraie famille. Il y aura de la vie, du mouvement. Mon mari sera obligé de sortir de sa forteresse. J'avais tort. Un enfant ne répare pas un couple, ma chérie. Il le révèle. Il met une loupe grossissante sur chaque fissure. Les premiers mois. Mon Dieu, je suis fatiguée rien que d'y repenser. Alexandre ne dormait pas. Il avait des coliques. Il pleurait comme si on l'écorchait vif. 3 heures, 4 heures d'affilée. Et moi, j'étais seule.
Bien sûr, mon mari était là, il était le père, il était très fier. Le dimanche, il promenait le landau dans le parc avec un air important. Il acceptait les félicitations des voisins. Il ressemble à son père, disait-il. Il rayonnait. Mais la nuit, le père disparaissait. Il avait le sommeil sélectif. Le bébé pouvait hurler à plein poumon juste à côté de son oreille. Il ne bougeait pas d'un millimètre. Sa respiration restait régulière, profonde. Rrr, pff. Alors je me levai. Je marchais dans le couloir. Aller-retour. Aller-retour. Le parquet grinçait. Je connaissais chaque lame qui craquait. Je savais où poser le pied pour ne pas faire de bruit. Je berçais ce petit corps brûlant et je pleurais avec lui. Je regardais la porte fermée de notre chambre. Et à ce moment-là, oui, je peux te le dire aujourd'hui, à ce moment-là, je le haïssais. Je haïssais son sommeil. Je haïssais sa capacité à s'absenter de la douleur. Je me sentais comme une sentinelle abandonnée sur un champ de bataille. C'est là que les lettres ont changé. Elles sont devenues des lettres de survie. Je n'écrivais plus le matin avec mon thé et ma jolie écriture appliquée. Je n'avais plus le temps, je n'avais plus la force. J'écrivais la nuit, à 3 heures du matin, quand Alexandre finissait enfin par s'endormir dans son transat. J'étais épuisée, j'avais les yeux qui brûlaient, les cheveux gras, une tache de lait caillée sur l'épaule. Je m'écroulais sur cette chaise. Je prenais n'importe quoi, un dos d'enveloppe, une facture, un papier gras, et j'écrivais comme on vomit. L'écriture y est devenue laide, nerveuse, des phrases hachées. Je n'en peux plus, je veux dormir, juste 1 heure. Si je ne dors pas, je vais tomber. Il dort. Lui, il dort. Comment peut-on dormir quand son fils pleure? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il nous aime? Ou est-ce que nous sommes juste des figurants dans sa vie bien ordonnée? Ces lettres-là, je ne les relisais jamais. Elles me faisaient trop peur. Elles étaient pleines d'une noirceur que je ne voulais pas admettre en plein jour. Le jour, j'étais la maman radieuse. La nuit, j'étais une femme au bord du précipice. Mais écrire m'empêchait de sauter. Écrire, c'était poser ma fatigue quelque part pour ne pas qu'elle m'écrase. Et puis, comme si cela ne suffisait pas, il y a eu 1976, l'année où ma mère est tombée malade. Le cancer. À l'époque, on ne prononçait même pas le mot. On disait une longue maladie. On chuchotait. J'ai passé des mois à courir entre la crèche d'Alexandre et l'hôpital. Je voyais ma mère rétrécir dans son lit blanc. Elle qui avait été si forte, si autoritaire, elle devenait une petite chose fragile, transparente. Et mon mari, il était beau formidable, diraient les gens. Il m'emmenait à l'hôpital en voiture le dimanche. Il attendait dans le couloir en lisant son journal. Il portait les fleurs. Mais quand je sortais de la chambre, les yeux gonflés, le cœur en miettes, il me tapotait l'épaule. Pat, pat, et il disait: allez, il faut être courageuse. C'est la vie. C'est la vie. Cette phrase, j'aurais voulu qu'il me prenne dans ses bras. J'aurais voulu qu'il me dise: je sais que tu as mal, je suis là. Pleure sur ma chemise, on s'en fiche si elle se froisse. Mais non, il ne fallait pas froisser la chemise, il ne fallait pas froisser la vie, il fallait être digne. Alors, je suis retournée vers mes lettres. J'ai écrit à ma mère. Pas à la vraie, qui était trop faible pour lire, mais à la mère qu'elle avait été. Je lui écrivais tout ce que je n'avais jamais osé lui dire. Je lui racontais ma solitude. Maman, tu m'avais dit que le mariage, c'était la sécurité. Tu ne m'avais pas dit que la sécurité, c'était froid. Maman, ne pars pas. Si tu pars, je n'aurai plus personne qui se souvient de qui j'étais avant. Quand elle est morte, un mardi gris de novembre, j'ai cru que le silence allait m'engloutir pour de bon. L'enterrement a été très digne. Mon mari a serré beaucoup de mains. Il a géré les pompes funèbres, les papiers, le notaire. Il a été d'une efficacité redoutable. Il a tout géré, sauf ma peine. Le soir de l'enterrement, une fois Alexandre couché, nous étions au salon. Je regardais le vide. Il a allumé la télévision. C'était une émission de variété, avec des paillettes et des chanteurs qui souriaient trop. J'ai dit: tu peux éteindre, s'il te plaît? Il a soupiré, mais il a éteint. Il m'a regardé. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait comprendre. J'ai vu une lueur dans ses yeux. Il a ouvert la bouche. J'ai attendu. J'ai espéré. Il a dit: tu devrais prendre un cachet pour dormir. Tu as mauvaise mine. Demain, il faut reprendre le rythme. Je suis montée dans la chambre. Je n'ai pas pris de cachet. J'ai pris mon stylo. Cette nuit-là, j'ai écrit la lettre la plus longue de ma vie. 10 pages. J'ai écrit la mort. J'ai écrit le froid de la terre. J'ai écrit l'absurdité de ces émissions de télé qui continuent quand le monde s'écroule. Et pour la première fois, j'ai écrit une question directement pour toi, mon destinataire invisible. Qui es-tu? Est-ce que tu existes? Si tu existes, donne-moi un signe. Fais tomber un livre. Fais clignoter la lumière. Dis-moi que je ne suis pas seule dans cette maison. J'ai attendu. J'ai fixé l'ampoule du plafond. Rien n'a bougé. Le silence s'est resté imperméable. Alors j'ai plié les 10 pages, j'ai scellé l'enveloppe. Et je l'ai rangée avec les autres. C'était la fin de ma jeunesse. J'avais 30 ans, j'étais orpheline, j'étais mère, et j'étais une épouse modèle qui écrivait des lettres aux fantômes pour ne pas hurler. Après ça, quelque chose s'est cassé. Ou peut-être que quelque chose s'est réparé, je ne sais pas. La douleur aiguë a laissé place à une sorte d'engourdissement. L'habitude.
C'est terrible l'habitude, ma chérie. C'est une anesthésie locale qu'on s'administre tous les jours. On arrête d'attendre des miracles. On arrête d'espérer que le mari se transforme en prince charmant ou en confident. On accepte. On accepte que la vie, ce soit ça. Des factures, des couches, des repas à préparer et un homme silencieux qui lit son journal. Les années qui ont suivi, les années 80. Ah, les années 80. C'est là que mes lettres ont changé de ton. Elles ne criaient plus. Elles ne pleuraient plus. Elles sont devenues, comment dire, elles sont devenues des meubles, je vais te montrer. Celle-ci, par exemple, regarde l'écriture. Elle est plus calme, plus ronde. On dirait presque la liste des courses. C'est le calme après la tempête. Ou peut-être juste le calme du désert. Tu veux que je te lise un passage? C'est moins triste, tu verras. C'est juste la vie qui coule. Tiens, reprends un peu de thé. Il est encore chaud. Tu sens comme la pluie s'est calmée? Maintenant, c'est juste un bruit de fond, un chuintement régulier. C'est exactement comme ça que je décrirais les années 80. Un bruit de fond, après la tempête des années 70, après les couches, les nuits blanches et l'enterrement de ma mère, le calme est revenu. Mais ce n'était pas le calme de la paix, c'était le calme de la résignation. On appelle ça l'âge de raison, non? Ou peut-être l'âge du confort. Parce que oui, nous avons eu du confort. C'est l'époque où la maison a changé. Nous avons refait la cuisine. Adieu le formica jaune. Bonjour le chêne rustique. Nous avons acheté un lave-vaisselle, un magnétoscope, un four à micro-ondes. Tu te souviens de l'arrivée du micro-ondes? On regardait tourner le plateau en verre comme si c'était de la magie. Dring. Et c'était chaud. La technologie remplissait les vides. Le lave-vaisselle faisait le bruit de l'eau à ma place. La télévision, de plus en plus grande, avec la télécommande, le nouveau sceptre de mon mari, parlait à notre place. Et mon mari, dans les années 80, il a cessé d'être mon ennemi. Il a cessé d'être celui qui me décevait. Il est devenu, comment dire, un élément du décor. Un élément rassurant, solide, indispensable, mais avec qui on n'a pas de conversation. Il était comme le vieux frigo dans le garage. On sait qu'il est là, on sait qu'il ronronne, on compte sur lui pour garder les choses au frais, mais on ne s'arrête pas pour l'admirer. Nous avions signé un traité de paix silencieux. Je ne lui demandais plus «À quoi penses-tu?» Je savais qu'il répondrait «À rien» ou «Au travail». Je ne lui demandais plus de me regarder avec passion. En échange, il était un bon père, un bon mari. On partait en vacances en juillet, on allait à la mer, on plantait le parasol. Il lisait son roman d'espionnage, je lisais mon magazine. Alexandre jouait dans le sable. Vu de loin, c'était le bonheur. Une carte postale parfaite. Mais mes lettres? Ah, mes lettres? C'est là que c'est devenu étrange. On pourrait croire que puisque je ne souffrais plus, puisque je ne pleurais plus la nuit, j'aurais dû arrêter d'écrire. Le médicament n'est plus nécessaire quand la douleur disparaît, n'est-ce pas? Mais c'était l'inverse. L'écriture n'était plus un remède d'urgence. C'était devenu une habitude, une routine. Comme se maquiller le matin ou arroser les plantes, je n'écrivais plus la nuit. J'écrivais le matin, vers 10 heures, quand la maison était vide. Alexandre était à l'école, mon mari au bureau. Je m'installais, je n'avais plus le cœur qui battait la chamade. J'étais calme. Et je te racontais rien. Enfin, rien d'extraordinaire. Je te racontais la vie minuscule. Aujourd'hui, j'ai acheté des géraniums pour le balcon. Le rouge est très vif. Le prix du beurre a encore augmenté. J'ai croisé Madame Lebrun, elle a pris un coup de vieux. Tu vas me dire, quel intérêt? Pourquoi écrire ça à un destinataire imaginaire? Parce que c'était la seule façon de donner du poids à ma vie. Si je ne l'écrivais pas, si je ne notais pas que le ciel était gris perle ce mardi-là, ou que j'avais réussi mon soufflé au fromage, alors c'était comme si ça n'était jamais arrivé. Comme si ma journée s'évaporait instantanément. Mon mari ne remarquait pas le soufflé. Alexandre, qui devenait un adolescent grognon, engloutissait son assiette sans un mot, un casque de Walkman vissé sur les oreilles. Alors c'est à toi que je le disais, toi, mon ami de papier, toi, le témoin de mon existence invisible. Dans ces années-là, j'ai aussi beaucoup écrit sur Alexandre. C'était douloureux, tu sais, de voir son petit garçon devenir un homme, et surtout de le voir devenir un homme comme son père. Je le voyais s'éloigner, il mettait son casque, il s'enfermait dans sa chambre. Quand je frappais à la porte, il criait ⁇ Laisse-moi !⁇ Je reconnaissais ce silence. C'était le même que celui de mon mari, le silence des hommes de cette famille, une forteresse imprenable. J'écrivais, j'ai perdu mon fils. Le monde des hommes l'a avalé, il apprend à ne pas dire ses émotions, il apprend à porter le masque. J'espère qu'un jour il trouvera une femme qui saura forcer la serrure. Moi, je n'ai pas réussi avec son père. Il y a une lettre dont je me souviens très bien, c'était en 1989. Tu te rappelles? La chute du mur de Berlin. On a regardé ça à la télé, tous les trois. On voyait ces jeunes Allemands qui cassaient le béton à coups de pioche, qui pleuraient, qui s'embrassaient. C'était historique. Mon mari a dit, c'est la fin d'une époque. Alexandre a dit, c'est cool. Et moi, le lendemain matin, j'ai écrit une lettre. J'ai écrit, les murs tombent partout en Europe. Mais ici, dans cette maison, le mur est toujours debout. Il est invisible. Il est fait de politesse et d'habitude, et il est plus solide que le béton armé. Personne ne viendra le casser avec une pioche. Je suis de l'autre côté du mur et j'y resterai.
Mais le plus terrible, ma chérie, c'est que je ne l'écrivais pas avec tristesse. Je l'écrivais avec lucidité. J'avais accepté ma prison, je l'avais décorée, j'y avais mis des coussins confortables, je n'attendais plus de réponse de ta part. Au début, dans les années 60 et 70, il y avait toujours, tout au fond de moi, un petit espoir fou. Et si quelqu'un lisait ça? Et si on me répondait? Dans les années 80, cet espoir est mort. J'ai compris que je parlais seule, et j'ai accepté que ça me suffisait. L'écriture était devenue mon miroir. Je me regardais dedans pour vérifier que j'étais toujours là. C'est étrange, la mémoire. Je me souviens très bien de la texture du papier de ces années-là. On achetait du papier en gros pour l'école d'Alexandre. Du papier blanc, lisse, sans âme. Mes écritures étaient régulières, sans rature. C'étaient des lettres de comptable. Je tenais la comptabilité de mes jours, sans joie et sans drame. Parfois, je relisais une vieille lettre des débuts, celles où je parlais de fuir, de changer de vie, et je souriais avec indulgence. Pauvre petite, je pensais. Tu ne savais pas que la vie, ce n'est pas le cinéma. La vie, c'est durer. L'amour, ce n'était plus le cœur qui bat. C'était la patience. Une patience infinie, géologique. Mon mari était là, j'étais là. On regardait la télé, on mangeait, on dormait. Et une fois par semaine, je glissais une enveloppe dans la boîte en fer. Clac. Le bruit du couvercle qui se referme. C'était le seul bruit qui prouvait que j'avais encore une âme. Et puis, Alexandre est parti. Le service militaire, puis les études, puis le travail. La maison est devenue soudain très grande et très vide. C'est là que les années 90 ont commencé, les années du grand silence. Tu veux que je t'ouvre une boîte de gâteaux? J'ai l'impression que l'histoire devient un peu lourde, non? C'est le poids de l'ennui. L'ennui peut être très lourd à porter, tu sais. Parfois plus lourd que le chagrin. Quand Alexandre est parti pour de bon, je veux dire, quand il a vidé sa chambre, emporté ses posters de groupes de rock et ses piles de livres, la maison a poussé un grand soupir. Tu connais ce bruit? C'est le bruit du nid vide. Les portes ne claquaient plus. Le frigo restait plein trop longtemps. Les yaourts périmaient. C'est là que les années 90 ont commencé pour nous, par un rétrécissement. C'était une époque étrange. Dehors, le monde s'accélérait. Tout allait plus vite. Les gens commençaient à avoir des téléphones portables dans leurs poches, Internet arrivait dans les bureaux, tout le monde parlait de communication. On n'avait jamais autant communiqué, paraît-il. Mais ici, entre ces murs, le temps ralentissait. Il s'étirait comme un vieil élastique fatigué. Mon mari a pris sa retraite en 1995. Ça a été un choc. Pour lui, bien sûr, mais surtout pour moi. Imagine. Pendant 30 ans, j'avais eu mes journées à moi. Le royaume de la maison m'appartenait de 8 heures du matin à 7 heures du soir. J'étais la reine de ma cuisine, la gardienne de mon silence. Et soudain, il était là. Tout le temps. Il errait dans le couloir en pyjama jusqu'à midi. Il cherchait ses lunettes. Il soupirait en regardant la pluie. Il était comme un meuble qu'on a déplacé et qui ne trouve pas sa place. Au début, j'ai cru que j'allais devenir folle. Il empiétait sur mon territoire. Il allumait la radio quand je voulais lire. Il me demandait: qu'est-ce qu'on mange? À 10 heures du matin, j'ai eu peur pour mes lettres. Comment écrire quand l'autre est toujours là, dans la pièce d'à côté? Comment retrouver cette intimité avec toi, mon destinataire invisible, si je suis surveillée en permanence par une présence physique? J'ai dû ruser, j'ai changé mes horaires. Je me suis mise à écrire pendant sa sieste. C'était devenu sacré, la sieste. Après le journal télévisé de 13 heures, il s'allongeait dans le fauteuil du salon, la bouche un peu ouverte, et il dormait. C'était mon heure de liberté. Mais tu sais quoi? Mes lettres ont changé. Encore une fois, je n'avais plus de colère. Je n'avais plus vraiment de secret à raconter. Qu'est-ce que j'aurais pu raconter? Que mon mari ronfle? Que j'ai mal au dos? Que je trouve que les étés sont trop chauds? Non, c'est devenu autre chose. C'est devenu de la pure présence. J'écrivais pour le simple plaisir de sentir le stylo glisser sur le papier. Il est 14h30. Le soleil tape sur le tapis. Une mouche butine contre la vitre. Je suis là. Je respire. C'était des lettres de méditation, des haïkus étalés sur 3 pages. Je ne cherchais plus à être comprise, je ne cherchais plus à être sauvée, je cherchais juste à être. Et puis ma relation avec mon mari a changé aussi. On ne se parlait toujours pas beaucoup. Les grandes conversations philosophiques que j'avais espérées à 20 ans, je savais qu'elles n'arriveraient jamais. Mais le silence entre nous est devenu moins lourd. C'était un silence habitué, usé, confortable, comme une vieille pantoufle. On était deux vieux arbres plantés côte à côte. On ne se touche pas, on ne se parle pas, mais nos racines sont emmêlées sous la terre. On a traversé les mêmes tempêtes, les mêmes sécheresses. Sans lui, je ne saurais pas qui je suis, et sans moi, il serait perdu. Il y a une lettre de l'an 2000 que je voudrais te raconter. Le passage au nouveau millénaire, tout le monde en faisait un plat pas possible. La fin du monde, le bug informatique. Nous, on a passé le réveillon tous les deux. On a mangé des huîtres, on a bu un peu de champagne. À minuit, on s'est souhaité bonne année. Juste ça. Il m'a regardé et pour la première fois depuis des décennies, j'ai vu de la peur dans ses yeux.
Il vieillissait. Il voyait la fin approcher, lui aussi. Il a posé sa main sur la mienne. Sa main était sèche, pleine de taches de vieillesse. Il n'a rien dit. Il a juste pressé ma main. Et moi, je n'ai pas retiré la mienne. Le lendemain, le 1er janvier 2000, j'ai écrit à mon destinataire. Tu sais, mon ami, je crois que je ne t'attends plus. Avant, j'écrivais pour qu'on me réponde. J'écrivais pour lancer une bouteille à la mer. Maintenant, je sais que la mer est vide. Mais ce n'est pas grave. J'aime écrire. J'aime te parler, même si tu n'es que l'écho de ma propre voix. Tu es la partie de moi qui est su rester jeune. Tu es la partie de moi qui sait encore rêver. C'est ça, la clé des années 90 et 2000. L'acceptation. J'ai accepté que ma vie ne serait pas un roman d'aventure. J'ai accepté que mon grand amour, c'était ce dialogue silencieux avec un fantôme de papier. Et bizarrement, j'étais sereine. Je voyais mes amis divorcer, se remarier, courir après une jeunesse perdue, faire du yoga, voyager en Inde. Moi, je restais dans ma cuisine. Et je ne les enviais pas. J'avais mon monde. Il tenait tout entier dans une boîte en fer blanc. Le nombre de lettres a diminué. Je n'écrivais plus tous les jours. Parfois, une fois par mois. Parfois, juste pour les anniversaires ou Noël. C'était devenu un rituel de commémoration. Tiens, aujourd'hui c'est l'automne. Bonjour mon ami, les feuilles tombent, je suis toujours là. Je vieillissais. Mes mains commençaient à faire mal quand il pleuvait, l'arthrose, cette vieille sorcière. Mon écriture est devenue plus tremblante, les lettres sont devenues plus grandes, moins régulières, mais je n'ai jamais arrêté, jamais. C'était mon fil rouge. Si j'arrêtais d'écrire, j'avais peur que le fil casse et que je me perde dans le labyrinthe de la vieillesse. Et mon mari, il ne s'est jamais douté de rien. Pourtant, il aurait pu. La boîte était là, dans l'armoire. Il cherchait parfois ses chaussettes juste à côté, mais il ne l'a jamais ouverte. Pourquoi? Par indifférence? Par respect? Ou peut-être parce qu'au fond, lui aussi avait peur de ce qu'il pourrait y trouver. Peut-être qu'il savait que je gardais une part de moi secrète et que c'était la condition pour que je reste avec lui. En 2005, nous avons fêté nos 40 ans de mariage. Les noces d'émeraude. Alexandre est venu avec sa femme et ses enfants. Il y a eu un grand repas. On a ri. On a fait semblant d'être une famille modèle. Je regardais mon mari au bout de la table. Il souriait. Il avait l'air heureux. Et moi, je pensais à ma boîte. Je pensais aux centaines d'enveloppes qui dormaient à quelques mètres de là. Je me suis dit, c'est ça mon œuvre. C'est ça ma vie. Ces lettres sont ma véritable alliance. Je n'attendais rien, vraiment rien. La vie était une ligne droite, calme, qui menait doucement vers la fin. Je pensais que je mourrais comme ça, un stylo à la main, un après-midi de pluie, après avoir écrit un dernier mot doux au vide. Mais la vie a de l'humour, ma chérie, un humour noir parfois, parce qu'il a suffi d'un moment de faiblesse, un seul. La semaine dernière, une impulsion idiote, un caprice de vieille dame, et tout a basculé. C'est pour ça que nous sommes là, devant cette enveloppe retournée. Parce qu'après 40 ans de lettres sans attente, j'ai fait l'erreur d'en attendre une. Ou plutôt, j'ai fait l'erreur de croire que je pouvais briser la règle du jeu. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Tu veux savoir pourquoi, après des décennies de prudence, j'ai commis cette folie? C'est à cause du nettoyage de printemps et d'une vieille photo que j'ai retrouvée. Allez, finis ton thé, on arrive au bout du chemin. On arrive au moment où la vérité sort du puits. Et crois-moi, elle n'est pas toujours belle à voir, mais elle est nécessaire. Alors ce matin, quand j'ai eu cette enveloppe retournée entre les mains, celle qui est là, sur la table, j'ai paniqué. Oui, paniqué. À 65 ans. Comme une gamine qui a cassé le vase préféré de sa mère, je me suis dit, il ne faut pas qu'elle reste là. Si André se réveille, s'il vient dans la cuisine et qu'il voit ce tampon retour à l'expéditeur, il va poser des questions. Et je ne voulais pas de questions. Pas maintenant. Pas si près de la fin. J'ai pris l'enveloppe. Je l'ai serrée contre ma poitrine, sous mon gilet. Je sentais le papier froid à travers la laine. J'ai marché vers la chambre. La maison était silencieuse, mais c'était un silence différent de d'habitude. C'était un silence électrique. J'avais l'impression que les murs me regardaient, que les photos de famille dans le couloir chuchotaient sur mon passage. Elle a menti. Pendant 40 ans, elle a menti. Je suis entrée dans la chambre. André n'y était pas. Il était sûrement au jardin. J'entendais le bruit lointain du râteau sur les feuilles mortes. Scritch, scritch. Ce bruit familier m'a un peu calmée. Tant qu'il ratisse, tout était normal. L'ordre du monde est préservé. Je me suis dirigée vers l'armoire, la grande armoire en chêne, celle qu'on a héritée de sa tante. Elle est immense, sombre, avec des portes qui grincent si on ne sait pas comment les ouvrir. Moi, je connais le truc. Il faut soulever un peu la poignée gauche. J'ai ouvert. L'odeur m'a sauté au visage. Tu connais cette odeur? Un mélange de naphtaline, de vieux cuir et de lavande séchée. C'est l'odeur de notre vie commune, l'odeur des choses qu'on garde au cas où. J'ai écarté les piles de draps. J'ai plongé la main tout au fond, derrière les couvertures d'hiver. Mes doigts vont chercher le métal froid de la boîte en fer blanc, la boîte de biscuits bretons. Je la connais par cœur. Je connais sa texture, ses bosses, la rouille sur les coins. Je sais exactement combien elle pèse. Mais quand je l'ai touchée, quelque chose n'allait pas. J'ai froncé les sourcils. J'ai sorti la boîte de sa cachette et je l'ai posée sur le lit. La lumière de la fenêtre est tombée dessus. Et là, j'ai senti mes jambes se dérober. J'ai dû m'asseoir sur le matelas. La boîte n'était pas comme je l'avais laissée. Oh, c'était subtil.
Quelqu'un d'autre n'aurait rien vu. Mais moi qui ai manipulé cet objet comme une relique sacrée pendant 4 décennies, je savais. D'abord, la poussière. Il y a toujours un peu de poussière au fond d'une armoire, une sorte de duvet gris. Sur le couvercle de ma boîte, il n'y en avait pas. Le métal brillait. Il avait été essuyé, récemment. Ensuite, le sens. Je pose toujours la boîte avec l'image des bigoudens face au mur, pour qu'on ne voit que le côté argenté. C'est une manie. Là, les bigoudens me regardaient. La boîte avait été tournée. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'il allait casser mes côtes. Il savait. Il avait trouvé la boîte. Quand? Hier? Il y a 10 ans? Ce matin? Est-ce qu'il a tout lu? Est-ce qu'il a lu mes cris de haine des années 70? Est-ce qu'il a lu que je voulais le quitter, que je le trouvais ennuyeux, que j'avais rêvé d'une autre vie? J'ai eu envie de vomir. Je me sentais nue, trahie, violée dans mon intimité la plus profonde. C'était mon jardin secret et il y avait marché avec ses grosses bottes de jardinier. Mais je devais savoir. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à soulever le couvercle. Clac. J'ai ouvert. Et là, ma chérie, là, le temps s'est arrêté pour de bon. Ce que j'ai vu à l'intérieur, ce n'était pas le désordre de mes souvenirs, c'était de l'ordre, un ordre méticuleux, un ordre aimant. Tu sais comment je rangeais mes lettres? Je les jetais en vrac. C'était un chaos de papier, des enveloppes froissées, mélangées, les années 80 sur les années 60. Mais là, tout était trié, il y avait des petits paquets. Les lettres des premières années étaient attachées ensemble avec un élastique bleu. Les lettres des années de crise, celles où je pleurais maman et Alexandre bébé, étaient dans une pochette en plastique transparent pour les protéger. Les lettres plus récentes étaient soigneusement empilées. Et ce n'est pas tout. Sur le dessus de la pile, il y avait un petit sachet de silice. Tu sais, ces petits sachets qu'on trouve dans les boîtes de chaussures pour absorber l'humidité? Il en avait mis un, pour que le papier ne moisisse pas, pour que mes mots ne s'effacent pas. J'ai pris le premier paquet, j'ai regardé les enveloppes. Elles n'avaient pas été ouvertes. Les cachets de cire, j'en mettais parfois pour m'amuser, étaient intacts. La colle était toujours scellée. Il ne les avait pas lus. Il les avait trouvés. Il les avait triés. Il les avait protégés. Mais il ne les avait pas lus. J'ai commencé à pleurer. Pas des larmes de tristesse. Non, c'était quelque chose de beaucoup plus vaste. C'était un raz-de-marée de compréhension. Tout ce temps, tout ce temps où je le croyais aveugle, où je le croyais sourd, où je le prenais pour un meuble insensible. Il savait. Il savait que j'écrivais. Il savait que j'avais besoin de cet échappatoire. Il aurait pu être jaloux. Il aurait pu être en colère. Il aurait pu me demander: à qui tu écris? Pourquoi tu ne me parles pas à moi? Il aurait pu détruire la boîte. Mais il ne l'a pas fait. Il a compris, avec son intelligence silencieuse, que c'était ma façon de survivre. Que si on m'enlevait ça, je mourrais. Alors il est devenu le gardien de mon secret. Il a réparé la boîte. Regarde, les charnières ont été huilées, je le vois maintenant. Il y a une petite trace d'huile jaune. Il a mis ce sachet anti-humidité. Il a veillé sur mes fantômes pendant que je dormais. C'était ça, sa façon de m'aimer. Pas des poèmes, pas des fleurs, pas des grandes déclarations, mais de l'huile sur les charnières, de l'ordre dans le chaos, le respect de mon silence. J'ai pris l'enveloppe que j'avais dans la main, celle qui est revenue par la poste ce matin. Je l'ai regardée. Tout à coup, elle me paraissait ridicule. Pourquoi chercher un destinataire au bout du monde? Pourquoi chercher une oreille attentive ailleurs? Le véritable destinataire, celui qui recevait mes lettres sans les ouvrir, celui qui les pesait et les protégeait, il était là, juste de l'autre côté du mur, dans le jardin. J'ai glissé la lettre dans la boîte, tout au-dessus de la pile. J'ai refermé le couvercle doucement. Je n'ai pas remis la boîte au fond, sous les couvertures. Je l'ai laissé un peu plus devant, juste assez pour qu'il sache que je sais qu'il sait. C'est notre nouveau code, une alliance de fer blanc. Je suis allée à la fenêtre. Je l'ai regardé, en bas. Il ramassait les feuilles. Il avait son vieux pull vert troué au coude. Il s'est arrêté un moment. Il s'est essuyé le front avec le revers de sa manche. Il a regardé vers la fenêtre de la chambre. Il m'a vu. Il n'a pas souri. Il n'a pas fait de signe. Il a juste hoché la tête, un tout petit mouvement, presque imperceptible. Et il a repris son râteau. J'ai compris ce hochement. Ça voulait dire: c'est bon, tout est en ordre, je suis là. Tu vois, ma chérie, on croit connaître les gens avec qui on vit. On croit avoir fait le tour de leur âme parce qu'on partage leur salle de bain et leur repas. Mais on se trompe. On ne voit que ce qu'on veut voir. Moi, je voulais voir un homme indifférent pour justifier ma propre solitude. Mais lui, il voyait une femme blessée qui avait besoin d'écrire pour guérir, et il lui a construit une infirmerie dans une boîte à biscuits. C'est pour ça que la lettre est revenue ce matin. Le facteur n'a pas trouvé l'adresse, c'est vrai. Mais le destin a bien fait les choses. La lettre devait revenir ici. Elle n'avait nulle part ailleurs où aller. Maintenant, je sais pourquoi j'écrivais. Je n'écrivais pas pour fuir, j'écrivais pour pouvoir rester. Et grâce à lui, grâce à son silence bienveillant, je suis restée. C'est fou, non? Découvrir l'amour de sa vie à 65 ans, en ouvrant une vieille boîte rouillée. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Mais attends, il reste une chose, une dernière chose que je dois faire. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de venir. J'ai besoin d'un témoin pour la dernière lettre. Passe-moi ce stylo, s'il te plaît.
Oui, le bleu, celui qui traîne près du sucrier. Et donne-moi une feuille de papier, n'importe laquelle. Tiens, prends une page de mon carnet de courses, ça suffira. Le papier n'a plus besoin d'être beau, il a juste besoin d'être là. Tu sais, pendant 40 ans, j'ai commencé mes lettres par cher ami, cher inconnu, ou simplement par la date. J'écrivais vers l'extérieur. Je lançais des mots par-dessus le mur de ma solitude, en espérant qu'ils atterrissent quelque part. Mais aujourd'hui, le mur est tombé. Je n'ai plus besoin d'inventer un destinataire. Je n'ai plus besoin de ce fantôme qui m'a tenu compagnie. Il a bien fait son travail, mais il est temps qu'il prenne sa retraite, lui aussi. Alors, pour la première fois, et pour la dernière, je vais écrire la bonne adresse. Regarde, j'écris à moi-même. C'est drôle, ma main tremble un peu moins. Qu'est-ce qu'on écrit à soi-même quand on a 65 ans et qu'on vient de découvrir qu'on a été aimé tout ce temps? Mal aimé peut-être, silencieusement aimé, mais aimé quand même? Je vais faire court. Les longues phrases, c'est pour ceux qui cherchent des excuses. Moi, j'ai trouvé la paix. Ma chère vieille, tu as eu peur, tu as eu froid, tu as cru que tu étais seule dans une barque au milieu de l'océan. Mais tu n'as jamais lâché la rame, tu as écrit pour ramer. Aujourd'hui, tu peux poser le stylo. Le silence n'est pas vide. Le silence est plein de tout ce qu'il n'a pas dit pour ne pas te blesser. Il a gardé tes mots, il a gardé ta vie. Maintenant, vis ce qui reste, sans papier, sans encre, juste avec la peau et le regard. Tu es arrivé à la maison. Voilà, c'est tout. Pas de signature, pas de date. Le temps n'a plus d'importance. Je plie la feuille. Une fois, deux fois. Je ne la mets pas dans une enveloppe. Elle n'a pas besoin d'être protégée. Elle n'a pas besoin de voyager. J'ouvre la boîte en fer. Je la pose tout au-dessus, sur le sachet de silice, sur les élastiques bleus, sur les piles ordonnées par les mains d'André. C'est la dernière pierre de l'édifice. Je referme le couvercle. Clac. Ce bruit, tu l'entends? Il est différent maintenant. Ce n'est plus le bruit d'un secret qu'on enferme. C'est le bruit d'un livre qu'on referme doucement après avoir lu la dernière page. Une fin heureuse, je crois. Oui, une fin heureuse. La pluie s'est arrêtée. Regarde, il y a même un rayon de soleil timide qui essaie de percer les nuages, là-bas, au-dessus du garage. La lumière change. Elle devient dorée, cette lumière de fin d'après-midi qui rend tout plus doux, plus indulgent. Tu vas devoir y aller, ma chérie. André ne va pas tarder à rentrer du jardin. Il commence à faire frais pour ses rhumatismes. Ne t'inquiète pas pour moi. Vraiment. Je ne vais plus me sentir seule dans cette cuisine. Tu vois, avant, le silence ici m'écrasait. Il pesait sur mes épaules comme une chape de plomb. Je devais le meubler avec le bruit de ma plume sur le papier. Mais maintenant, écoute. Le frigo ronronne. L'horloge fait son tac-tac régulier. Une voiture passe au loin. Ce n'est plus du vide, c'est de l'espace. C'est un silence habitable. On peut vivre dedans. On peut s'y asseoir confortablement, comme dans un vieux fauteuil. Je vais remettre la boîte dans l'armoire, à sa place. Ou peut-être un peu de travers, comme je l'ai dit, pour qu'il voie que j'ai touché à son ordre. Un petit clin d'œil entre nous. Ce soir, quand on mangera notre soupe, j'ai fait un velouté de potiron, il adore ça. On ne se parlera probablement pas beaucoup. Il dira peut-être le vent est tombé. Je dirai oui, ça s'est calmé. Et ce sera tout. Mais sous la table, peut-être que nos pieds se toucheront. Ou peut-être que je poserai ma main sur la sienne, juste une seconde, entre la cuillère et le pain. Et il saura. Il saura que je n'écris plus. Il saura que je suis revenue du pays de l'écriture pour vivre ici, avec lui, dans le pays du silence partagé. Allez, file. Ton thé est froid et la vie nous attend. Merci de m'avoir écouté. C'est bon de vider son sac, mais c'est encore meilleur de savoir qu'on n'a plus besoin de le remplir. Ferme la porte doucement en sortant. Chut! Écoute, c'est la paix.